Bonjour à tout le monde, je suis professeur Yapoum, je suis le représentant régional d'Epicentre en Afrique. Je suis basé au Cameroun, où également je viens en appui au ministère de la Santé dans le cadre de la réponse à la COVID dans la section des opérations pour le cadre de la COVID-19. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'organiser notre premier webinaire par Epicentre qui va tenter de répondre à des questions relativement importantes autour de la séroprévalence. La COVID-19, on le vit tous les jours, qui a commencé il y a déjà 2 ans. 2 ans en Afrique, les premiers cas sont arrivés autour du mois de février, mars dans la majeure partie des pays. Dans certains pays, on a vu 3 phases, dans d'autres, on a vu 4 phases. On a vu l'arrivée de différents variants, on a vu des situations qui étaient inattendues. On pensait avoir une hécatombe en termes de nombre de cas, en termes de nombre de décès dans la majeure des pays africains. On pensait également que les systèmes de santé se seraient effondrés de partout. Et en fait, cette situation n'a pas eu lieu partout. Ce qui est important de mettre en avant, effectivement, c'est la diversité du continent africain dans la manière dont elle a été affectée par cette pandémie et la manière dont les populations également ont répondu. Mais des questions importantes sont restées en suspens. Est-ce que le faible nombre de cas qui ont été reportés sont dus à des défauts de testing? Est-ce que les Africains ont eu une immunité particulière? Qu'est-ce qui s'est réellement passé pendant cette pandémie? Et pour ce faire, des enquêtes de séroprévalence ont été mises en place dans différents pays, vont être présentées aujourd'hui, vont être discutées. Et nous allons avoir plusieurs intervenants. Nous commencerons par Dr Salah Issoufou, le directeur médical de Médecins sans frontières WACA, West Central Africa, qui nous dira pourquoi est-ce qu'une organisation comme Médecins sans frontières fait la demande de ce type d'enquête de séroprévalence. Ensuite, Dr Langerdorf-Céline nous apportera quelques outils pour bien appréhender, pour bien comprendre comment est-ce que ce type d'enquête se met en place, notamment sur le volet diagnostic avec les différents types de tests qui sont utilisés afin que nous puissions avoir une même compréhension des résultats qui peuvent être définis. Maintenant, nous aurons Étienne Zignou, Antoine Kouba, qui vont présenter les résultats des enquêtes en RDC, au Yémen, au Mali, au Soudan, au Kenya, au Cameroun, au Niger et en RDC à Kinshasa. Nous mettons en avant ce qui s'est passé et ce que vous allez découvrir dans les minutes à venir. Nous aurons enfin le professeur Pierre Ongolo, qui est le vice-président du NAITA, qui est le groupe consultatif pour la vaccination au Cameroun, qui nous dira en quoi est-ce que ce type de résultat peut être important, intéressant dans la prise de décision, dans les stratégies au niveau des différents ministères de la Santé, notamment celui du Cameroun. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Dr Salah Issoufou, comme je l'ai mentionné, directeur médical de Médecins sans frontières WACA, West Central Africa, qui est l'entité de Médecins sans frontières qui est présente dans cette région de l'Afrique, créée il y a pas de temps. C'est un expert en santé publique, diplômé de l'Université d'Anvers. Dr Salah. Merci, professeur Yap, pour la présentation et bonjour à tout le monde. Donc, je suis le directeur des opérations et médicales de Médecins sans frontières WACA, central et ouest africain. Donc, je suis vraiment honoré de prendre la parole aujourd'hui pour présenter le pourquoi on avait demandé d'avoir cette étude de séroprévalence. Déjà, il faut quand même contextualiser la situation. Je pense que c'était depuis le premier trimestre de l'année 2020, voire le deuxième trimestre de l'année 2020, avec l'évolution de l'épidémie et finalement la déclaration de la pandémie COVID,
Donc, il y avait eu quand même pas mal de questions qu'on se posait par rapport au continent africain sur la situation réelle. Donc, cela venait justement je classifierais trois questions principales. La première, c'est en lien avec l'historique de faible utilisation des services de santé au niveau de l'Afrique, qui fait craindre une sous-notification des cas et une suspicion d'une épidémie avec une hypothèse très forte d'épidémie en cours au niveau communautaire, au vu de forts taux d'attaque qu'on a en Europe et aussi dans d'autres continents et qui sont partagés de façon quasi systématique en boucle par les médias, mais aussi à travers les réseaux sociaux. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est la faible disponibilité aussi des données objectivement vérifiables sur l'ampleur de l'épidémie de COVID en Afrique, notamment à l'époque. On n'a pas une visibilité sur le taux d'attaque, la mortalité reste inconnue. Et le troisième élément, c'est en lien avec le faible accès aux tests diagnostiques qui faisait craindre une épidémie en cours avec des dégâts assez importants, dégâts qui ne sont pas captés par le système de santé sur la déclaration qui est le système de santé, lequel est basé sur la déclaration des cas par le laboratoire et les centres de santé. Qu'est-ce qu'on attendait en fait? Donc, ça serait plutôt en lien par rapport à la valeur ajoutée par rapport à une telle enquête. D'abord, pour Médecins sans frontières, je dirais cette enquête pourra nous permettre justement d'ajuster nos opérations objectivement sur la base des risques réels en termes de décès. Par exemple, on peut se demander comment allouer les ressources entre cette nouvelle maladie et les maladies à fort risque de décès en Afrique, comme le paludisme, la rougeole, Ebola et d'autres pathologies. Le deuxième aussi résultat attendu, c'est l'identification des groupes cibles que MSF pourrait éventuellement, MSF et le ministère de la Santé pourront éventuellement privilégier un cas de réponse. Et l'autre élément qui est aussi important, c'est de pouvoir aussi tester les outils de tests rapides qui pourraient à terme être utilisés pour les populations difficiles d'accès, qui est un sujet assez important pour MSF, mais pour WACA aussi en particulier. Par rapport aux attentes, je pense qu'on a aussi regardé par rapport à toutes ces mesures qui ont été prises en début de la pandémie, les fermetures de frontières, des aéroports, etc., le couvre-feu et tout. Donc, par rapport aux autorités sanitaires des différents pays, c'est de pouvoir prendre des mesures de contrôle basées sur l'évidence scientifique qui va être prouvée par ces études qui sont réalisées à partir des données probantes qui tiennent compte de la réalité africaine. En d'autres termes, si on veut, par exemple, aller un peu plus loin pour dire que si l'enquête des séroprévalences aujourd'hui montre un taux élevé de personnes ayant déjà été touchées par la maladie, donc la question de confinement pouvait être remise en cause, en tout cas, ou réévaluée, parce que les personnes qu'on veut confiner en majorité ont déjà fait la maladie. Et le coût, on le sait très bien, le coût économique de ces mesures de confinement ont été assez importants pour une économie déjà fragilisée en Afrique. Donc, en gros, je dirais que l'enquête des séroprévalences peut être un outil très important pour évaluer la pertinence et le coût d'opportunité des décisions prises en termes de santé publique par les pays. Donc, nous allons découvrir en tout cas les résultats de cette enquête et nous sommes là pour discuter, pour voir qu'est-ce qu'on apprend de cette enquête, qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement voir comme opportunité d'intervention ou de réadaptation
des dispositifs opérationnels de Médecins sans frontières, mais pas que le Médecins sans frontières. Je pense qu'il y a aussi le ministère de la Santé qui attend vivement ces résultats. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Salah, pour cette clarification. On comprend bien que les données étaient largement attendues pour pouvoir orienter les prises de décision pour les opérations. Donc, on va maintenant voir si les enquêtes ont permis de répondre à ces questions. Et avant cela, je vais passer la parole à Dr. Céline Langendorf, qui va nous étayer sur les différents tests qui sont utilisés dans cette enquête et notamment des questions pratiques. Céline est une épidémiologiste et biologiste médicale qui a rejoint Epicentre en 2011. Elle est actuellement impliquée dans divers essais cliniques et études sur la résistance aux antibiotiques. Elle coordonne également les laboratoires de recherche d'Epicentre, que ce soit au Niger ou en Ouganda. Elle est diplômée en tant que docteur en pharmacie spécialisée en sciences de laboratoire médical et possède également un master en santé publique. Bonjour à tous. Bonjour, merci beaucoup Yap. Merci. Donc, cette première présentation va porter sur les tests sérologiques et plus particulièrement leur diversité, leur variabilité et leurs limites. Tout d'abord, regardons rapidement la réponse sérologique à l'infection SARS-CoV-2. Elle est constituée d'une réponse humorale avec principalement des immunoglobulines de type M, G ou A qui visent différentes cibles antigéniques du virus, dont les plus connues et caractérisées sont la nucléocapside, la protéine spike, donc plusieurs épitopes, et le receptor binding domain. Certains de ces anticorps vont être des anticorps neutralisants, c'est-à-dire qu'ils vont empêcher la pénétration du virus dans la cellule, et il s'agit principalement des anticorps anti-S et anti-RBD. Ce graphe schématise la cinétique de la réponse en anticorps avec un pic des IgM et des IgA environ 15 jours après l'infection, puis un pic des IgG à environ 30 jours de l'infection. La durée de la réponse en IgG, celle qui nous intéresse le plus dans les études de séroprévalence, est généralement de plusieurs mois, mais varie selon plusieurs paramètres que nous verrons par la suite. La diminution des IgG au cours du temps est directement corrélée à la diminution des anticorps neutralisants, donc ce qui nous permet d'avoir une estimation de la protection immunitaire par des méthodes simples de laboratoire, parce que les méthodes d'évaluation des anticorps neutralisants sont particulièrement complexes. Certains paramètres influencent la diminution de la réponse humorale, en particulier l'âge et la sévérité des symptômes, qui augmentent le niveau maximal d'anticorps circulants et allongent leur demi-vie. La persistance et le déclin des anticorps dépendent également du type d'anticorps et de sa cible antigénique. Comme exemple, nous avons pris cette étude japonaise qui montre que les demi-vies des anticorps sont plus courtes chez les IgM que chez les IgG et que les anti-NCP diminuent plus rapidement après le pic que les anti-spike. Passons maintenant à la description des tests sérologiques et leurs caractéristiques. Dans l'arsenal des tests pour la COVID-19, à côté de la détection virale, il y a la détection de la réponse immunitaire, principalement dans le sang. Les tests sérologiques sont très variés et vont des plus complexes aux plus simples. Les tests de neutralisation évaluent le pouvoir neutralisant du sérum. Les tests ELISA, dont certains sont manuels, ou de chimioluminescence ou de fluorescence, qui sont pour la plupart automatisés. Et on a enfin les tests simples et rapides, qui donnent un résultat qualitatif, positif ou négatif, en quelques minutes. La sensibilité de ces tests est très hétérogène. De façon générale, on estime que les tests d'électro et de chimioluminescence ont une très bonne sensibilité, suivis des tests ELISA et des tests rapides. Deux études prises comme exemple peuvent nous montrer les impacts de la variabilité de la sensibilité sur des résultats de tests de séroprévalence, sur les résultats des tests sur des études de séroprévalence. En RDC, en République démocratique du Congo, sur 562 travailleurs de santé, 2 tests ont été pratiqués qui visent tous les deux les anticorps anti-RBD. Un test ELISA qui a montré 36% de positifs et un test rapide qui a donné 13% de positivité. Seuls 8% des participants avaient 2 tests positifs. Donc, 2 tests différents qui pourtant ciblent le même anticorps donnent des résultats très différents. Ensuite, en Suisse, en population générale, des tests très sensibles visant les anticorps anti-S
donne une proportion de positivité de 4,2 à 6,4 selon les types de tests utilisés. D'autres tests, visant cette fois les anticorps anti-NCP, donnent une proportion de positivité moindre. Donc, des tests similaires qui visent des anticorps différents donnent des résultats très différents. La sensibilité des tests est aussi fonction du temps. Si la majorité des tests montrent une diminution du taux d'anticorps au cours du temps, la technique ECLIA d'électrochimioluminescence montre une stabilité ou une augmentation au cours du temps due à une augmentation de l'avidité des anticorps, c'est-à-dire un renforcement de l'affinité entre l'anticorps et l'antigène utilisé dans cette technique. Passons maintenant à la spécificité de ces tests, c'est-à-dire leur capacité à faire le moins de faux positifs possible parmi les négatifs. Ici encore, il y a une grande variabilité entre les tests, même dans les évaluations de laboratoire, entre 65 et 100%. En général, tous ces tests sérologiques se confrontent à l'interférence de milliards d'autres anticorps endogènes dans les échantillons, ce qui peut conduire à ce qu'on appelle la réactivité croisée. Elle s'étudie à partir de sérums pré-pandémiques, où on recherche quels anticorps préexistants peuvent donner un signal sur des tests SARS-CoV-2 de par des homologies antigéniques. Ces données sont rares à partir d'échantillons d'Afrique subsaharienne. En Tanzanie et en Zambie, 13 à 17% de sérums pré-pandémiques, avant mi-2019, donnaient des résultats positifs en immunofluorescence, en particulier sur les anti-NCP, contre 1,2% sur des sérums pré-pandémiques des États-Unis. En République centrafricaine, une centaine de sérums pré-pandémiques ont donné entre 1,4 et 6,1% de positivité avec 3 tests rapides Covid différents. Pour aller plus loin dans cette étude sur des sérums pré-pandémiques de Tanzanie et de Zambie, ils ont trouvé que tous ces sérums pré-pandémiques ont croisé avec le SARS-CoV-2 réagissaient contre la protéine spike de 4 coronavirus humains endémiques. Donc cette étude montre bien que des tests sérologiques SARS-CoV-2, en particulier ceux basés sur la nucléocapside, peuvent générer un nombre important de résultats faussement positifs, qui pourraient être spécifiques à chaque pays, comme la Tanzanie et la Zambie présentant potentiellement des taux de faux positifs plus élevés que les États-Unis, en raison d'une exposition antérieure plus importante à d'autres coronavirus. D'autres réactions croisées ont été mises en évidence dans plusieurs études contre les anticorps anti-MERS, SRAS, paludisme, dengue, hépatite C, syphilis ou d'autres marqueurs de maladies auto-immunes comme donc, les facteurs rhumatoïdes. Et cette liste est loin d'être exhaustive. Sur la base de toutes ces données, résumons maintenant les défis dans l'interprétation des résultats sérologiques et comment choisir les tests appropriés pour des études de séroprévalence. Comme nous l'avons vu, la précision du résultat sérologique va dépendre de nombreux paramètres. D'abord, intrinsèques au test utilisé, méthode, le type d'anticorps, la cible antigénique. Puis, lié à la population que l'on teste, population symptomatique, hospitalisée, population générale. Il est à noter que les performances de la majorité des tests sérologiques ont été étudiées sur des sérums de patients hospitalisés ou symptomatiques, qui n'est donc pas représentatif de la population habituellement étudiée lors d'enquêtes de séroprévalence, ce qui peut expliquer la performance moindre des tests sur population générale par rapport aux indications des fabricants. Ensuite, on note des paramètres individuels qui peuvent influencer les résultats, l'âge, la sévérité des symptômes, le temps entre l'infection et le prélèvement. Et enfin, des variabilités individuelles sur la réponse en anticorps à l'infection SARS-CoV-2. Le déclin des anticorps au cours du temps va entraîner une sous-estimation de la vraie proportion d'individus infectés. Mais on a vu que cette sous-estimation ne sera pas de la même amplitude selon la sensibilité des tests utilisés. En prenant en compte toutes ces limites, il s'agit maintenant de discuter le choix du ou des tests pour les enquêtes de séroprévalence. Nous pouvons combiner des tests très sensibles basés sur la spike et la nucléocapside. Cela permet de minimiser la potentielle contribution des faux positifs. Et de plus, cela peut permettre de distinguer entre une infection naturelle et la séroréactivité induite par certains vaccins. Avec des tests multiples, on augmente donc la spécificité, mais on diminue la sensibilité, en particulier en ne prenant pas en compte le déclin plus rapide des anticorps anti-NCP. Ainsi, ce choix de tests multiples nous permet d'estimer la séroprévalence minimale ou l'incidence cumulative minimale de l'infection à SARS-CoV-2 dans le temps et dans une population identifiée. Si maintenant on opte pour une stratégie avec un test unique, avec une bonne sensibilité
soit anti-S, anti-NCP ou anti-RBD, il est possible que l'on inclue des faux positifs, en particulier si on étudie une population fortement exposée à d'autres coronavirus humains avec un test anti-NCP. Et dans certains cas, on ne pourra pas distinguer la séroréactivité due à une infection naturelle ou due au vaccin. Avec un test unique, on perd donc en spécificité, mais on assume de surestimer la séroprévalence. Mais on favorise une bonne sensibilité, à condition que nos tests le soient. Et cette stratégie permet d'estimer la limite supérieure de la séroprévalence et ainsi d'éviter de manquer une circulation du virus, même faible. Pour conclure en une phrase, il est important de prendre en compte de multiples paramètres pour choisir les tests sérologiques les mieux appropriés à l'objectif des enquêtes de séroprévalence et d'interpréter les résultats de ces tests avec précaution en prenant en compte toutes leurs limites. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Céline, pour ces précisions qui, comme toujours dans tes présentations, sont de qualité. Donc maintenant, nous allons passer à la présentation suivante qui va être faite par Étienne Vignoux, qui présentera les résultats des enquêtes qui ont eu lieu à Lubumbashi en RDC, au Yémen, au Mali, au Soudan, au Kenya, au Cameroun, mais également au Niger. Donc, Étienne Vignoux travaille avec Epicentre depuis de nombreuses années. Il a rejoint MSF en 2001 comme spécialiste en eau, hygiène et assainissement. Et il devient par la suite épidémiologiste et intègre Epicentre en 2013. Il est basé à Genève où il offre un support épidémiologique aux opérations de MSF, mais est très souvent sur le terrain pour des études et des enquêtes sur des épidémies comme le choléra, Ebola, la rougeole et bien sûr. Donc, Étienne, tu as la. Merci Yap, professeur Yalboum, pour cette présentation. Bonjour à tous, je vais vous présenter les enquêtes de séroprévalence de mortalité rétrospective menées par Epicentre et Médecins sans frontières dans les pays à faible revenu dans lesquels nous intervenons. Alors, au 3 décembre 2021, l'Afrique et le Yémen ont rapporté un peu plus de 3% des cas confirmés, alors qu'ils représentent, en fait, plus de 18% de la population mondiale. Si on se base uniquement sur les cas confirmés rapportés par les systèmes de surveillance, le taux d'attaque est 6 fois moindre que dans le reste du monde. Et si on exclut l'Afrique du Sud, le ratio devient 9. Ces pays se caractérisent principalement par une population plus jeune, une habitude de gestion d'épidémie qui a pu les faire réagir plus précocement, mais néanmoins un accès aux soins et au dépistage plus faible. Ces caractéristiques peuvent avoir entraîné une circulation du virus plus faible, et en conséquence moins de personnes infectées, et ou une proportion de personnes symptomatiques plus faible, et ou également une mauvaise détection et notification des cas. Le nombre de décès par rapport à la population est également beaucoup plus faible. Le fait que la population soit plus jeune peut avoir participé à cela, car la létalité est très fortement corrélée à l'âge. Les modèles montraient un risque de décès plus de 10 fois supérieur au Japon qu'au Kenya, car la distribution de l'âge de ces deux populations est très différente. Mais le faible accès aux soins et le faible dépistage peut aussi expliquer le faible nombre de décès rapportés. La question qui se pose est donc de savoir si le plus faible nombre de cas et de décès reflète la réalité de l'épidémie, qui serait moins importante car ce sont des populations avec des caractéristiques différentes, ou si l'ampleur réelle de l'épidémie est sous-estimée à cause d'une capacité de détection et de prise en charge inférieure. Donc, comme vous l'a expliqué Salah, il nous a donc semblé important d'évaluer dans ces contextes les conséquences réelles de la pandémie. Pour estimer le taux d'infection, nous avons décidé de mettre en œuvre des enquêtes de séroprévalence des anticorps contre le virus SARS-CoV-2. Les enquêtes sur la population générale nécessitent d'importantes ressources. Nous avons d'abord souhaité évaluer la pertinence de mener des enquêtes sur les donneurs de sang pour estimer la situation et suivre les tendances. Ensuite, nous avons recherché le taux d'infection et la morbidité sur le personnel de santé, qui est particulièrement exposé aux infections et dont font partie les équipes de Médecins sans frontières. Enfin, nous avons cherché à connaître la situation de la population en général pour connaître le taux d'infection et également, et c'est la particularité de ces enquêtes, estimer l'excès de mortalité causé par la pandémie. En outre, l'ensemble de ces enquêtes, grâce à l'utilisation de tests sérologiques rapides et de tests sérologiques effectués en laboratoire type ELISA et CLIA, comme Céline a présenté,
pouvaient nous permettre d'améliorer nos connaissances sur les performances de ces tests dans ces contextes. Donc, des protocoles génériques ont été développés pour chaque type d'enquête. Des protocoles génériques qui ont ensuite été adaptés au contexte et aux contraintes des lieux de mise en œuvre. Nous avons mené trois types d'enquêtes. Sur les donneurs de sang, d'abord, nous avons recherché la présence d'une infection passée, d'une infection en cours, avec des tests antigènes et sérologiques. Pour le personnel de santé, nous avons mené la même démarche, mais nous avons en plus recherché les symptômes associés au Covid qu'ils auraient eu depuis le début de la pandémie. Pour les enquêtes en population, nous avons mené des enquêtes de mortalité rétrospective et transversale avec échantillonnage en grappe, au sein desquelles nous avons imbriqué des enquêtes de séroprévalence. En pratique, ce que ça veut dire, c'est que pour tous les ménages sélectionnés, les questionnaires étaient adressés au chef de famille, un questionnaire était adressé au chef de famille portant sur la mortalité au sein du ménage pendant une période de rappel des composants de avant et depuis la pandémie. Chez un sous-ensemble des ménages sélectionnés, avec une sélection de ce sous-ensemble de manière systématique, une mesure de la séroprévalence était effectuée, accompagnée d'un questionnaire adressé à la personne ou à son tuteur. Enfin, des échantillons de sang sur papier buvard ont été recueillis pour analyse en laboratoire pour tout ou partie de ces ménages. Nous avons adopté ce design pour toutes les enquêtes en population, à l'exception du camp de réfugiés de Dagaale, où pour des raisons de sécurité, nous avons dû adapter la stratégie. La taille de l'échantillon pour la mortalité était dimensionnée pour détecter une hausse de mortalité chez les personnes âgées de 50 ans et plus, entre avant et pendant la pandémie. Et pour les enquêtes de séroprévalence, nous avons calculé la taille de l'échantillon pour estimer la séroprévalence par groupe d'âge et dans certains cas pour certaines zones géographiques, pour pouvoir stratifier par certaines zones géographiques. Alors, où nous avons mené ces enquêtes? D'abord, nous voulions mener ces enquêtes dans les contextes d'intervention de Médecins sans frontières en priorisant les contextes et les populations pour lesquels les informations et les données sont peu nombreuses. Une enquête a été réalisée sur les donneurs de sang du centre MSF à Aden au Yémen de décembre 2020 à mars 2021. Et une autre enquête a eu lieu sur les donneurs de sang de la structure MSF à Koutiala au Mali de décembre 2020 à juin 2021. Les graphiques que vous voyez montrent les courbes des cas au niveau national ainsi que les périodes de déroulement des enquêtes. Deux enquêtes ont été réalisées sur le personnel de santé, l'une sur le personnel du centre de traumatologie d'Aden au Yémen, de septembre 2020 à janvier 2021, et la seconde sur le personnel de santé de la région de Maradi au Niger, de mars à avril 2021. Pour les enquêtes en population, plusieurs enquêtes en population générale ont été menées en 2021. Dans le camp de réfugiés de Dagaale, qui fait partie du complexe de Dadaab au Kenya en février et mars, à Omdurman, c'est une commune de Khartoum qui abrite plus de 5 millions d'habitants au Soudan, de mars à avril, avec les épidémiologistes de la section suisse de Médecins sans frontières. Sur deux zones de santé de Lubumbashi en République démocratique du Congo d'avril à mai, une enquête sur deux communes d'Abidjan en Côte d'Ivoire de juillet à novembre, et sur toute la population du Cameroun en août. Nous avons présenté les résultats en nous concentrant sur les enseignements essentiels que nous apportent ces enquêtes. Trois thèmes principaux apparaissent: la séroprévalence au sein de la population dans les différents contextes par tranche d'âge et les symptômes rapportés par les personnes séropositives, l'impact de la pandémie sur l'accès aux soins et l'impact de la pandémie sur la mortalité. Donc, pour les enquêtes sur les donneurs de sang, l'enquête au Yémen a porté sur les donneurs de sang du centre de traumatologie d'Aden. Au Mali, elle a inclus les donneurs de sang du projet MSF à Koutiala. Au Yémen, 199 participants sans symptômes associés au Covid ont été inclus. Seuls les tests de diagnostic rapide ont été utilisés, la séroprévalence trouvée était faible. Au Mali, les résultats montrent de hauts taux de séroprévalence si on se base sur les résultats des tests rapides, une proportion d'infection largement supérieure au nombre de cas rapportés par le système de surveillance, et si on se base sur les résultats de tests en laboratoire ELISA, les résultats étaient très hauts. L'analyse au cours du temps au Mali ne montre pas de tendance claire, et elle ne reflète pas la tendance des cas au niveau national. Ce que vous voyez, la tendance des cas au niveau national, c'est le graphique en bas à gauche. On voit une légère inflexion au mois d'avril, mais elle n'est pas très significative.
De même, au Yémen, la séroprévalence est restée faible, alors que le nombre de cas détectés par le système de surveillance montrait une nette augmentation. Ces résultats suggèrent que le suivi longitudinal de la séroprévalence parmi les donneurs de sang n'offre pas un signal d'alerte très fiable. Lors de notre enquête de séroprévalence et de prévalence auprès du personnel de santé dans la région de Maradi au Niger, nous avons trouvé une séroprévalence très haute. Nous avons inclus le personnel de l'hôpital régional, d'un hôpital de district et de 4 centres de santé intégrés. La séroprévalence a été estimée à 42% par test de diagnostic rapide et 85% par test en laboratoire ELISA, alors même que ce pays, le Niger, au moment de l'enquête, avait notifié très peu de cas. De plus, 7 personnes sur les 92 qui ont accepté d'être testées par PCR ont eu un résultat positif. Parmi le personnel du centre de traumatologie de MSF à Aden, nous avons mené des dépistages répétés sur le personnel. Les tests rapides nous ont permis de détecter 19% du personnel positif. Nous avons effectué un dépistage additionnel sur un sous-échantillon, ces mêmes personnes testées la première fois, et dans un deuxième temps, avec un test de laboratoire ECLIA qui a révélé une séroprévalence beaucoup plus haute, de 59%, alors que la séroprévalence par test rapide avait diminué à 8%, suggérant une perte de sensibilité au cours du temps des tests rapides. Un point très important sur l'enquête d'Aden, c'est que le personnel médical avait une séroprévalence près de 2 fois supérieure au personnel non médical, dans le même centre. Les enquêtes en population de séroprévalence et de mortalité rétrospective ont inclus de vastes échantillons. Près de 15 000 personnes ont été testées par test rapide sur l'ensemble des 5 enquêtes. Les taux de refus pour l'enquête de mortalité étaient faibles. En revanche, à Lubumbashi et à Abidjan, le taux de refus des ménages était élevé pour l'enquête de séroprévalence. Et au sein de ces ménages, le taux de refus des individus a été important. Dans ces deux localités, ainsi qu'au Cameroun, comme on le voit dans la dernière colonne. Donc pour les résultats, voici les résultats d'estimation de la séroprévalence par test rapide des enquêtes en population, en incluant uniquement les personnes non vaccinées, parce que certaines enquêtes ont été faites au moment où la vaccination avait déjà débuté, mais là, dans les résultats, on ne présente que les résultats sur les personnes qui ont été déclarées être non vaccinées, et ces résultats sont basés sur une présence d'IgM ou d'IgG. Les estimations de séroprévalence sont de 5,8% dans le camp de réfugiés de Dagaalé à 34,3% à Khartoum. Pour l'enquête d'Abidjan, elle s'est terminée en novembre. Nous sommes en train de procéder aux dernières vérifications de qualité des données. C'est pourquoi nous ne pouvons encore vous partager les résultats. La zone très large couverte par l'enquête au Cameroun nous permet de visualiser la disparité spatiale. On voit une très forte hétérogénéité par région, avec des estimations allant de 4,5% à 17,6%. Disparité qui était également observée par le système de surveillance. Quand cela fut possible, nous avons aussi estimé la séroprévalence avec des tests en laboratoire, ELISA ou ECLIA. Dû à des contraintes pratiques et de sécurité, nous n'avons pas pu mettre cela en œuvre dans le camp de réfugiés de Dagaalé. À Omdurman, seul un échantillon a été pris pour valider les tests rapides. Les résultats présentés ici pour cette enquête sont donc les résultats de tests rapides ajustés à l'aide d'un modèle bayésien de classe latente, Bayesian Latent Class Model. Et les données du Cameroun sont toujours en cours d'analyse. Mais néanmoins, comme on l'a vu pour les enquêtes sur les donneurs de sang, sur le personnel de santé, on voit que les résultats avec les tests de laboratoire étaient nettement plus élevés que les résultats avec tests rapides. La séroprévalence tend à augmenter avec l'âge. Cela est particulièrement frappant à Omdurman. C'est également le cas à Lubumbashi et au Cameroun, et dans une moindre mesure à Dagaalé. On peut constater que dans aucun site, la population des 50 ans et plus n'a été épargnée par les infections. Cela est inquiétant car c'est la population la plus à risque de complications et de décès. Nous présentons ici la séroprévalence par âge basée sur les tests de diagnostic rapide, car ceux-ci ont été effectués sur toutes les enquêtes. Mais vous auriez observé les mêmes tendances si nous avions montré les résultats des tests en laboratoire. En revanche, on n'observe pas de différence de séroprévalence par sexe dans aucune des 4 enquêtes présentées ici. Donc, comme introduit principalement,
L'âge est un facteur de séropositivité. Par ailleurs, le fait d'avoir une autre personne qui a été séropositive dans le même ménage est un facteur de risque très important et significatif dans toutes les enquêtes, suggérant une transmission forte au sein des ménages. De plus, par ailleurs, également, à Dagalé, l'ensemble des travailleurs de santé communautaire et des accoucheuses traditionnelles ont été inclus. On observe une séroprévalence 2 fois supérieure dans cette population et dans leur ménage. En écho aux résultats observés au Niger et au Yémen, cela indique la forte exposition du personnel de santé, que ce soit dans les structures de santé ou au niveau communautaire. Vous voyez sur cette diapositive les séroprévalences estimées par RDT pour chaque enquête. Et en dessous, on a représenté le taux d'attaque des cas de Covid détectés dans les pays par les systèmes de surveillance. Toutes les enquêtes que nous avons menées ont montré des proportions de personnes ayant été infectées par le virus, plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de fois supérieures au taux d'attaque des cas confirmés dans les pays où ces enquêtes ont été menées. On pourrait objecter que cela provient des zones ou des populations choisies pour réaliser ces enquêtes. Mais l'exemple de l'enquête au Cameroun montre une séroprévalence au niveau national plus de 30 fois supérieure au taux d'attaque. Donc il reste la question de savoir si ces personnes infectées ont développé des symptômes. Pour cela, nous avions inclus dans nos entretiens des questions sur les symptômes pouvant être associés au Covid-19 qu'ils auraient eu depuis le début de la pandémie. Ces questions ont été posées avant de partager avec eux le résultat du test rapide. Cela n'a donc pas pu biaiser leur réponse. On voit que les personnes séropositives représentées en orange ont rapporté plus souvent au moins un symptôme associé dans toutes les études, par rapport aux personnes séronégatives représentées en vert, et ce, de manière statistiquement significative. En ce qui concerne l'accès aux soins, dans le camp de réfugiés de Dagale au Kenya, où la majorité de l'offre de soins est assurée par Médecins sans frontières, nous avons pu mesurer l'impact de la pandémie. On voit une réduction du recours aux soins. Les admissions à l'hôpital et les consultations ont diminué de presque un tiers, comme le montre le ratio entouré en rouge dans le tableau, et ce, en dépit d'une offre de soins restant constante. On observe également dans toutes les enquêtes, grâce aux interviews dans les ménages qui ont eu des décès, que la proportion de décès à la maison augmente pendant la pandémie. La proportion de décès avant la pandémie est représentée en bleu et la proportion de décès pendant la pandémie est représentée en gris sur les graphiques du bas à droite. Ce qui nous conduit vers le sujet suivant, qui est la mortalité. Dans toutes les enquêtes, on observe une hausse de la mortalité pendant la pandémie par rapport à avant la pandémie. La mortalité avant la pandémie pour chaque enquête est représentée en bleu avec ses intervalles de confiance. La mortalité pendant la pandémie est représentée en orange sur le graphique. Ces taux de mortalité, incluant toutes les tranches d'âge, restent cependant au-dessous des seuils d'urgence utilisés couramment dans les crises humanitaires. Néanmoins, cette hausse est particulièrement élevée chez les plus de 50 ans, comme illustre le graphique du bas. Les personnes de 50 ans et plus étant les plus à risque de décès de Covid-19. En allant dans le détail, on voit aussi une hausse plus modérée chez d'autres tranches d'âge. Pour mieux illustrer cela, nous allons nous concentrer sur l'enquête qui s'est déroulée à Lubumbashi. À Lubumbashi, nous avons mis en place une surveillance des décès dans les cimetières. On voit une hausse de la mortalité au moment des 2 vagues qui ont affecté la zone. Cette hausse est particulièrement évidente parmi les personnes âgées de 60 ans et plus, en bleu clair sur le graphique, la courbe du haut. On voit de nets pics pour chacune des vagues. Cela suggère un lien direct avec la maladie, ou un lien avec la maladie. Les données de l'enquête confirment cette hausse sur la deuxième vague, mais pas nettement sur la première vague. Le Covid-19 en tant que tel a été rarement rapporté comme cause de mortalité par les représentants des ménages. Sur les graphiques de droite, on a regroupé par tranche d'âge les décès dont les causes pourraient avoir été confondues avec le Covid-19. Des décès pour lesquels les causes rapportées excluent complètement le Covid-19. Sur le graphique du haut à droite, on voit une association temporelle des décès chez les plus de 50 ans avec la seconde vague épidémique, suggérant un impact direct du Covid. Mais on voit également une hausse dans d'autres tranches d'âge, en particulier chez les moins de 20 ans. Ces décès ne sont probablement pas en lien direct avec la maladie. Cela suggère un lien indirect, en d'autres termes, une hausse de la mortalité non pas due à la maladie elle-même, mais liée à la pandémie et à ses conséquences. Nous avons aussi questionné les représentants des ménages sur les comorbidités des personnes décédées
et les symptômes avant décès. Aucune variation significative des comorbidités ou de symptômes avant décès n'a été détectée dans aucune des enquêtes, comme vous l'illustre cet exemple extrait de l'enquête de Dagale. Ces études montrent que la proportion de personnes qui a été infectées par le virus dépasse très largement le nombre de cas rapportés. Le rapport proportion de personnes séropositives et taux d'attaque est largement supérieur à ceux rapportés dans les pays à moyen ou haut revenu. Par exemple, en France, en mai 2020, alors que la détection était à ses débuts, le rapport était de 16, alors que pour nos enquêtes, le rapport est de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines. De plus, en dépit d'une population plus jeune, on voit que les personnes séropositives déclarent avoir ressenti des symptômes. On a donc des indices suggérant une forte sous-détection et sous-notification des cas. Rien n'indique que ce continent a été plus épargné qu'un autre. Ces études nous montrent également que les personnes les plus âgées ont été les plus fortement affectées. Cela diffère des résultats trouvés lors de cette même enquête en France en mai 2020, où les plus de 60 ans étaient les moins affectés. Ceci, le fait que les plus de 50 ans ne soient pas épargnés est préoccupant, car ce sont les personnes les plus sujettes aux complications et aux décès provoqués par le virus. Une autre population qui a été particulièrement frappée par cette épidémie est le personnel de santé, que ce soit dans les structures de santé ou au niveau communautaire. On voit également une forte transmission intraménage, ce qui s'est traduit par une plus haute séroprévalence dans les familles de ces personnes à Dagale. Comme vous l'avez vu lors de la présentation des résultats, les tests rapides et les tests en laboratoire offrent des valeurs différentes, et les derniers ayant toujours des estimations plus hautes. Céline a eu l'occasion de revenir sur ces discordances. Cependant, que l'on prenne l'un ou l'autre test, les valeurs seront plus hautes avec les tests ELISA, mais les conclusions restent les mêmes. Le nombre de cas est sous-reporté, les plus âgés sont les plus touchés et le personnel soignant également. La pandémie a eu aussi un impact sur l'accès aux soins. On observe dans toutes nos enquêtes une hausse des décès à domicile. À Dagale, on voit une baisse de presque un tiers des consultations et des admissions. Cette réduction est attribuable à des barrières à l'accès, ainsi qu'à une réticence à venir dans les structures de santé, sans doute par peur d'être isolé en cas de suspicion de Covid-19. Nos enquêtes ne permettent pas de conclure quelle est la part des unes et de l'autre. De même, tous les types de soins n'ont pas été affectés de la même manière. On voit, et c'est rassurant, que les soins critiques ont été moins affectés dans le camp de Dagale. Les recherches supplémentaires sont nécessaires pour estimer l'impact de la pandémie sur l'accès aux soins. Cette réduction de l'accès aux soins peut être un des facteurs contribuant à la hausse de la mortalité, en plus du Covid et d'autres causes non examinées ici. Notre travail, qui à notre connaissance est l'un des rares à avoir recherché simultanément la séroprévalence et la mortalité, montre que cette hausse a été observée dans toutes les enquêtes. En Omdurman, elle a été particulièrement importante chez les plus de 50 ans. On observe la même tendance, mais à un degré moindre, à Lubumbashi, au Cameroun et à Dagale. Cela suggère un impact direct de la maladie sur cette tranche d'âge particulièrement à risque. Cependant, on observe également des hausses dans d'autres groupes d'âge, et parfois chez les plus jeunes. De plus, les causes rapportées de décès, les symptômes avant décès et les comorbidités ne nous permettent pas d'obtenir une identification claire des décès directement liés au Covid-19. La hausse de la mortalité pendant la pandémie peut donc être une combinaison de décès directement liés à la maladie et indirectement. Comme toute enquête rétrospective, se basant sur le rappel des personnes interrogées, il existe un potentiel biais de rappel, en particulier avec une longue période de rappel. Et par exemple, les dates de décès ont pu être incorrectement rapportées. Par ailleurs, et c'est important de le noter, la situation aujourd'hui est potentiellement plus grave que ce que nous avons mesuré, car la plupart des données ont été collectées avant la vague du variant Delta. Pour conclure, nos études montrent que dans les contextes où nous travaillons, le virus a circulé, que la pandémie a eu des conséquences sur l'accès aux soins et la mortalité. Néanmoins, nous ne sommes que trop conscients des multiples défis sanitaires que ces pays doivent affronter et des ressources limitées qu'ils ont à disposition. Nos conclusions ne visent donc pas à définir des priorités ou de proposer des politiques de santé publique, mais à donner une vision la plus objective possible qui puisse servir les acteurs concernés et les populations. Cette question des priorités et des stratégies reste ouverte et nous serions heureux d'en discuter ensemble dans la dernière partie de ce webinaire. Enfin, je dois remercier énormément de personnes pour toutes ces enquêtes qui, évidemment, ont rassemblé beaucoup de monde. Je remercie entre autres le professeur Yaboum. Et également, je voulais faire un merci spécial à Birgit Nicolai et Erika Simon
qui ont participé à ces enquêtes, mené certaines de ces enquêtes, ont participé beaucoup aux analyses, ont fait la plupart des analyses, et sans qu'elle, cette présentation n'aurait pas été possible. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Étienne, pour la présentation. Très intéressante, très pertinente, méritant d'avoir fait de diversité encore une fois, mais également des nombres relativement importants comme ça a été mentionné. Donc maintenant, on va rester en Afrique centrale avec la RDC et nous aurons le docteur Antoine Bouba, qui est chercheur à l'UNRB, Institut national de recherche biomédicale, mais également superviseur au service de microbiologie des cliniques universitaires de Kinshasa. Il a un master public obtenu à Yonsei University à Séoul. Il a terminé ses études à Montpellier en France. Il est principalement en charge de la surveillance des maladies infectieuses, axée sur les maladies virales, les enquêtes sérologiques, notamment sur la COVID-19 à Kinshasa. Mais avant ça, il a pas mal travaillé sur d'autres épidémies comme le chikungunya ou encore la fièvre jaune. Docteur Antoine, c'est... Merci, professeur Yap, pour la parole. Je voudrais commencer par remercier les organisateurs de ce forum qui nous ont fait l'honneur de nous inviter pour partager avec vous des résultats assez intéressants sur des enquêtes de séroprévalence que nous avons menées en République démocratique du Congo, à Kinshasa, la capitale. En fait, notre présentation va suivre les plans qui voici. Après une très brève introduction, nous présenterons des résultats et ensuite nous terminerons par une discussion et des leçons à tirer. Depuis son émergence en 2019, la COVID-19 sévit sous forme de vagues épidémiques atteignant à ce jour tous les continents. Vous noterez que plus de 200 millions de cas ont été rapportés et plus de 5 millions de décès à travers le monde. Se basant sur la contagiosité de la maladie à SARS-CoV-2, notamment en calculant son taux de reproduction des bases qui est supérieur à 1, combiné au manque d'infrastructures sur les continents africains, des études de modélisation mathématique avaient prédit plus de 70 millions de cas de COVID-19 et plus de 3 millions de décès dans la première année de circulation de ce virus en Afrique. En République démocratique du Congo, le premier cas de COVID-19 a été rapporté le 10 mars 2020. Et 6 mois plus tard, soit au 19 octobre 2020, seulement 11 078 cas étaient rapportés, dont 8 290 à Kinshasa, la capitale, suggérant une grande disparité ou hétérogénéité entre les chiffres prédits par des modèles mathématiques et ceux rapportés, rapportés par PCR. La faible capacité de diagnostic en Afrique, des laboratoires en Afrique, combinée à la réticence de la population à reconnaître la maladie, pour être des hypothèses plausibles expliquant cette disparité observée. Ainsi, pour mesurer l'étendue de la maladie à SARS-CoV-2 en Afrique, l'OMS, Africa CDC par exemple, avait recommandé de pouvoir réaliser des enquêtes de séroprévalence dans des pays africains. C'est donc dans ce cadre que s'est inscrit le projet ARIACOV, financé par l'Agence française de développement, soutenu par l'IRD, en collaboration avec des laboratoires locaux du Sénégal, de la Guinée, du Ghana, du Bénin, du Cameroun et de la République démocratique du Congo. Ce projet visait notamment à renforcer les capacités des laboratoires et à conduire des enquêtes de séroprévalence de SARS-CoV-2 en vue de déterminer la diffusion de cette maladie. Donc, les équipes locales des pays précités ont bénéficié d'un appui méthodologique et matériel pour conduire de façon efficace ces enquêtes de séroprévalence. Pour ce qui est de l'enquête conduite en République démocratique du Congo, cette enquête a été conduite du 24 au 8 novembre 2020.
pendant 2 week-ends, soit 4 jours au total. Elle a été donc réalisée, comme vous pouvez le voir, après la première vague de SARS-CoV-2, de COVID-19 en RDC, et tout au début de la deuxième vague. Il s'agit donc d'une enquête en population générale et la taille de l'échantillon calculé était de 1020 individus. Ainsi, pour minimiser les biais et pouvoir inférer les résultats à l'ensemble de la population, une sélection en 3 étages a été faite. Premièrement, nous avons tiré de façon randomisée 14 des 35 zones de santé que comprend la ville de Kinshasa. Et ces zones sont réparties en 2 strates. La partie Est, qui avait rapporté à ce jour-là peu de cas de COVID-19, et la zone Ouest, qui était responsable de la quasi-totalité des cas de COVID-19 rapportés. Deuxièmement, nous avons réalisé une sélection aléatoire des 3 aires de santé dans chaque zone de santé choisie, soit 21 aires de santé au total. Et troisièmement, nous avions aléatoirement tiré 8 ménages dans chaque aire de santé, soit au total 290 ménages. Comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, de ces ménages, 1233 personnes sur 2400 éligibles étaient présentes et avaient accepté de participer à notre enquête. L'enquête ainsi réalisée, les analyses de laboratoire ont été faites sur des sérums, donc des échantillons de sang qui ont été collectés, et nous avons utilisé la plateforme XMAP Luminex. En effet, le Luminex, qui est une technologie de pointe, est une méthode qui nous permet de multiplexer plusieurs antigènes dans une même réaction. Et dans ces cas précis, nous avions mélangé ou nous avions mis ensemble la spike et la nucléoprotéine, qui sont des antigènes les plus immunogènes du SARS-CoV-2. La spécificité de ce test développé avait été calculée en utilisant 1197 échantillons pré-pandémiques retrouvés ou collectés en Afrique, en RDC, au Cameroun et en Guinée. Et en appliquant notre critère de positivité, qui consiste à avoir au même moment une réactivité contre l'antigène nucléoprotéine et l'antigène spike du SARS-CoV-2, nous avions calculé une spécificité de 99,7%. Les performances de ces tests ont notamment été évaluées sur un panel des échantillons de personnes connues positives au SARS-CoV-2 et d'un groupe de personnes témoins négatifs. Et l'analyse ou l'évaluation de ces tests a donné une sensibilité et une spécificité autour de 100%. Les résultats de cette enquête ont fait l'objet d'une publication que vous pouvez retrouver dans CID. En effet, la séroprévalence de SARS-CoV-2 ajustée par rapport à l'âge était de 16,16%, avec des intervalles de confiance allant de 14 à 19,5%. La séroprévalence des individus d'âge supérieur, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, à 40 ans, était supérieure à celle des personnes moins jeunes, avec un P inférieur à 0,05. Rapporté à l'ensemble de la population, la séroprévalence était supérieure au taux d'attaque, soit 292 infections pour un cas rapporté par PCR. Ainsi, pour une ville de 12 millions d'habitants, nous avons estimé qu'environ 2 500 000 infections seraient survenues après la première vague de COVID-19 en République démocratique du Congo, à Kinshasa. Lorsque nous rapportons la séroprévalence par rapport à la région géographique, nous remarquons que la séroprévalence de SARS-CoV-2 à l'ouest
la région qui avait le plus rapporté des cas après la première vague, cette séroprévalence était supérieure à celle de l'Est, la région qui n'avait pas rapporté beaucoup de cas. Cependant, la différence n'était pas statistiquement significative. Elle était respectivement de 18 et 14%, suggérant une diffusion quasi proportionnelle des SARS-CoV-2 à travers la ville en dépit des mesures qui ont été prises pour sa contention. Nous avons finalement développé un modèle logistique, un modèle de régression logistique pour incluant des variables clés telles que le genre, l'âge et l'hospitalisation, et avons également appliqué les tests des rapports de vraisemblance pour évaluer les degrés d'association entre ces variables clés et la séroprévalence. Cependant, comme vous pouvez le remarquer sur ce tableau, le genre, l'âge et l'hospitalisation n'étaient pas significativement associés à la séroprévalence dans notre enquête. Cette enquête, comme vous pouvez le voir, nous a permis de noter que la séroprévalence après la première vague de COVID-19 à Kinshasa était de près de 17%. Cette séroprévalence calculée était dans les mêmes fourchettes que celles rapportées, par exemple, au Zimbabwe et au Mali, avec respectivement 19 et 10%. La séroprévalence chez les donneurs de sang au Kenya, elle était de 6%. Mais nous notons également que cette enquête des séroprévalences chez les donneurs de sang au Kenya était faite tout au début de l'expansion de la maladie en Afrique. Nous remarquons également que les enquêtes réalisées après la deuxième vague au Zimbabwe et au Mali ont rapporté des chiffres de séroprévalence 3 fois supérieurs à celles rapportées après la première vague, soit respectivement 53 et 54%. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ces études de séroprévalence? Comme nous venons de le démontrer, notre enquête de séroprévalence à Kinshasa a montré une grande diffusion de la maladie par rapport au nombre officiel des cas rapportés. Nous remarquons également que l'infection semble avoir diffusé de façon proportionnelle entre la région ouest, là où la plupart des cas étaient rapportés, et la région est de la ville de Kinshasa, là où très peu de cas étaient rapportés, et en grande disparité avec les données rapportées qui montraient une très grande prévalence des maladies dans la partie ouest de la ville. Ces données suggèrent notamment une possible immunisation de la population par infection naturelle. Si tel est vraiment le cas, la proportion des personnes immunisées semble être supérieure à plus ou moins 5% des personnes vaccinées à ce jour en RDC. La mortalité liée à COVID-19 semble être faible. Dans notre étude, elle était de 0 par rapport à la séroprévalence. Même dans ces cas, nous avons remarqué que les capacités des structures de santé étaient dépassées pendant les vagues épidémiques, surtout à Kinshasa. Enfin, dans un contexte de pénurie des vaccins, ces données de séroprévalence peuvent permettre aux décideurs de prendre des mesures et des stratégies pour une utilisation efficace et efficiente des vaccins. Pour terminer, je voudrais remercier sincèrement l'équipe Ariakov, l'équipe d'enquête Ariakov de l'INRB, qui nous a permis, dans des conditions assez difficiles, de pouvoir convaincre les participants, ainsi mener à bon port cette étude, cette enquête des séroprévalences, mais aussi les équipes de laboratoire de l'INRB et de l'IRD qui ont également travaillé pour la mise en place de ce test, mais aussi la réalisation des tests au laboratoire. Nous remercions enfin Epicentre qui nous a permis de pouvoir partager avec vous ces données importantes. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Dr. Poupa, pour cette présentation. Nous avons un
prochain orateur, qui est professeur Omolo Zogo, qui est le vice-président du NITAG, qui est le groupe consultatif du ministère de la Santé du Cameroun pour les questions de vaccination, mais qui est également vice-président du conseil scientifique de l'Éducation santé publique qui a été créé au début de la pandémie de COVID-19. Il est radiologue de profession et il a bien accepté de remplacer le professeur Rose Lequet qui malheureusement s'excuse de ne pouvoir être parmi nous aujourd'hui. Professeur, vous avez... Si mon écran est visible, bonjour depuis Yaoundé. Je remplace professeur Lequet au cours de cette session pour interroger, n'est-ce pas, l'impact de santé publique, l'impact des enquêtes de séroprévalence sur la santé publique. Je vais faire quelques rappels pour en fait engager une discussion sur ce que nous pouvons considérer comme la pertinence ou l'utilité, n'est-ce pas, de ces enquêtes et l'impact qu'ils pourraient avoir. Je voulais rappeler tout simplement que les enquêtes de séroprévalence sont quelque chose qui est connu, qui est classique. Beaucoup de ces enquêtes ont permis le développement des programmes prioritaires de santé publique. Juste pour rappeler dans nos contextes les programmes de lutte contre le VIH ou les programmes de lutte contre les hépatites virales, c'est grâce à ces enquêtes de séroprévalence que l'on a pu estimer l'ampleur des phénomènes et justifier l'allocation des ressources. Mais dans le cas particulier de la COVID-19, qui est une maladie qui évolue rapidement avec une courte période d'incubation et des manifestations cliniques qui parfois sont très courtes dans la majorité des cas, le recours à ces enquêtes de séroprévalence interpelle tous les acteurs de santé publique. Donc, je voulais rappeler les définitions, je suppose que les uns et les autres les connaissent, ce que c'est une enquête de séroprévalence. La séroprévalence, je ne vais pas revenir dessus. La notion sur laquelle je vais insister, qui pourrait être utile, c'est la notion de sérosurveillance, parce qu'en fait, avec cette maladie, tous l'ont dit, il y a une différence entre les cas notifiés et l'importance de l'infection dans la population. Donc ça, c'est également une donnée classique connue. On pouvait s'attendre à ces résultats puisque l'on sait que plusieurs cas d'infection à COVID sont asymptomatiques et donc par conséquent, ceux qui vont dans les centres pour se faire détecter sont ceux qui se considèrent comme malades et les autres qui sont asymptomatiques, il n'y a pas de raison pour eux d'y aller. Donc, les résultats qui sont présentés là restent dans les données classiques, sauf qu'avec la COVID, il y a un certain nombre de questions qui vont se poser. La notion d'impact ici peut être compris comme l'effet ou l'influence, mais également, je voulais rappeler les trois dimensions importantes ici de la santé publique qui peuvent être impactées par ces études. La dimension prévention, mais également la dimension organisation de la riposte et insister sur la notion de choix éclairés qui doivent être pris. Donc, par définition, toutes ces enquêtes sont supposées aider à comprendre la maladie, pouvoir s'organiser de manière efficace et efficiente pour le système de santé. Alors, typiquement, donc, on va, vous l'avez rappelé, c'est soit la réponse immunitaire due à l'infection, soit la vaccination d'une manière générale. Maintenant, on peut estimer la prévalence ou l'incidence, on peut évaluer la réponse à la vaccination, on peut suivre l'évolution des maladies ou l'efficacité des vaccins. Les questions typiques vont être, y a-t-il une réponse à l'immunité, à l'infection naturelle? Y a-t-il une réponse à la vaccination? Nous constatons tous qu'en ce moment, c'est une maladie qui est immunisante puisqu'il y a des anticorps, mais nous ne pouvons pas faire des paris sur la protection. J'insiste dessus parce que ça fait partie d'un certain nombre d'objets de polémiques ou de fake news dans les réseaux sociaux que certains utilisent par rapport à cette maladie dans nos contextes. C'est quoi typiquement, en santé publique, on considère qu'une enquête de séroprévalence ou la sérosurveillance peut avoir 5 impacts. D'abord, informer sur le profil immunitaire des populations, c'est la première
le premier élément, c'est manifestement le premier objectif qui a prévalu. Maintenant, le temps pris pour avoir ces résultats peut interroger sur quelle est la pertinence de ces résultats lorsqu'ils sont rendus disponibles à ce moment. On peut également conduire des enquêtes de séroprévalence pour savoir comment les vaccins sont fonctionnels ou ne sont pas, quelle est leur performance, est-ce qu'il faut des doses de rappel, est-ce qu'ils sont actifs contre les nouveaux variants, c'est des questions d'actualité aujourd'hui, mais c'est aussi la possibilité d'évaluer les risques d'épidémie ou d'identifier les sous-groupes de population à haut risque. On a entendu que l'âge semble être un souci, qu'être professionnel de santé ou acteurs communautaires de la santé sont principalement à risque, mais surtout, c'est de pouvoir orienter les décisions en termes de choix de vaccination, des stratégies, mais c'est aussi la notion de suivre la fameuse immunité collective qui semble être d'actualité dans tous les domaines et notamment la campagne actuelle d'accroître le niveau de ceux qui sont vaccinés. Et c'est au niveau de ces deux points, je pense que les enquêtes que vous présentez vont bousculer un certain nombre de raisonnements entendus jusqu'à présent en termes de choisir les populations cibles, en termes de stratégie de vaccination, qui sont ceux qui devraient être vaccinés. Ici, là, c'est vraiment, dans le cas du COVID, ces deux derniers éléments qui sont potentiellement les éléments d'impact des résultats que vous propagez, que vous disséminez, pas propager, autant pour moi. Alors, lorsqu'il s'agit des maladies, je reviens toujours, c'est de se poser la question sur, au fait, quelle est l'importance des personnes, quelle est le taux d'attaque par rapport aux cas rapportés. Et nous avons tous entendu. Ça permet également de réajuster la perception de la mortalité, donc case fatality rate de la maladie. On se rend bien compte que la mortalité est bien plus faible dans nos contextes par rapport à d'autres pays. Quelle est la propagation de la maladie? Là également, on a une information très claire sur la rapidité de propagation parce que les résultats qui sont présentés là sont présentés avec la première vague, certains avec la deuxième, et on ne sait pas ce qui s'est passé avec le variant Delta. Maintenant, les questions sur les mesures de quarantaine ou les mesures d'isolement d'un certain nombre de territoires pour éviter la propagation ne sont plus énormément à l'ordre du jour actuellement, mais c'est autant d'éléments sur lesquels, théoriquement, ces enquêtes que vous présentez pouvaient avoir un impact en termes de santé publique. Lorsque j'ai dit ça, je vais insister sur 5 éléments qui peuvent faire qu'une enquête de séroprévalence soit pertinente et puisse avoir un impact en termes de santé publique. Le premier élément est la collaboration et l'interaction entre ceux qui sont responsables d'organiser les efforts nationaux ou internationaux en matière de santé publique, les épidémiologistes, les laboratoires, les bailleurs de fonds, au moment de décider de quel type d'études on va mener et pourquoi on va la mener. Et dans le cas d'espèce, ça a été bien rappelé, ces résultats que vous présentez, au départ, ont été menés pour essayer d'estimer le taux d'attaque de la maladie parce qu'on sait qu'il y a une faible utilisation des services de santé en Afrique et donc si on se limitait au seul cas déclaré, on pouvait ne pas avoir une perception exacte de la maladie. Donc, on a répondu à ça. Mais est-ce que cette question, telle qu'elle était posée, les décideurs ont été impliqués pour savoir quels sont les designs, quelles sont les tailles d'échantillonnage? On apprécie qu'au niveau du Cameroun, l'étude soit assez nationale et nous permet d'estimer un certain nombre de choses au niveau du Cameroun. Bien sûr, il faut que les laboratoires et que les méthodologies soient rigoureuses. Il faut qu'il y ait des standards de procédure qui font que les résultats, au final, vont être considérés comme fiables. Pour qu'une étude de séroprévalence puisse influencer la décision de santé publique, il faut que l'information soit pertinente. Il faut que les résultats soient fiables. Il faut qu'ils apparaissent au moment où l'opportunité de décision se présente pour l'acteur de santé publique. Il faut que les résultats aient une importance
par rapport aux stratégies possibles d'action en matière de santé publique. Et enfin, il faut que ces résultats soient applicables dans les différents contextes. Lorsque vous devez faire des choix sur des mesures barrières ou sur le recours à la vaccination, voilà le type d'éléments que vous allez devoir prendre en compte. Et finalement, lorsqu'on va parler de l'applicabilité des résultats, c'est en termes d'intégration au niveau territorial, pas des résultats seulement globaux. Ça va être les analyses peut-être au niveau du district, au niveau d'une région sanitaire ou encore au niveau d'une nation. Alors, après avoir écouté tous les résultats, je partage avec vous les quelques questions sur lesquelles je ne sais pas si on peut dire qu'il va y avoir un impact, qu'il y a un impact de ces résultats, mais en tout cas, je vais évoquer certains de ces impacts qui semblent déjà perceptibles. Le premier tient au coût de ces enquêtes et au temps qu'il faut pour avoir les résultats. Lorsqu'on gère une crise comme la crise du Covid, où les choses vont vite, tout le temps qu'il faut pour mettre en place ces études et avoir les résultats font que les décisions seront rarement des décisions dans la gestion immédiate de la crise. Ça peut permettre de planifier ou de réajuster certains engagements en termes de ressources. Ça peut peut-être aider à réviser ou à combattre, à faire diminuer le sentiment de panique. Mais il y a également un deuxième point. Au moment où nous parlons énormément de vaccination en ce moment, certaines de ces études, l'une des questions qui va se poser, c'est est-ce qu'on peut utiliser les enquêtes de séroprévalence pour estimer le niveau d'immunisation, n'est-ce pas, dans la population, lorsqu'on découvre que l'immunité n'est pas forcément protectrice. Et donc, ça remet en cause les conceptions que l'on avait avant de certaines maladies où on savait ce que signifiait un test de séropositif. Le troisième point important, et là, il y a des implications en termes d'impact de santé publique, c'est que des décisions ont été prises d'engager ces études, mais les designs n'ont pas été cohérents toujours. Et il est peut-être important en termes de santé publique dans l'organisation ou lorsqu'on va commanditer des études à l'avenir, de s'assurer que les objectifs sont clairs, que les questions sont celles qui sont pertinentes pour les décideurs et que les approches méthodologiques et les technologies utilisées sont effectivement fiables. Nous avons ce souci avec la variabilité des tests, nous avons les questions autour de l'immunité croisée, ainsi de suite. Donc là, il va y avoir un impact très clair sur les décisions à prendre en termes de commandité des études de séroprévalence. Le quatrième point est sur comment informer la décision dans un contexte où il y a la panique, il y a l'hésitation vaccinale, il y a des questions de méfiance vis-à-vis des autorités, il y a les fake news et il y a des interprétations erronées de tout ce qui est mis sur la place publique comme résultat. Il y a un commentaire que j'ai reçu de quelqu'un qui me dit « Ok, si on dit qu'il y a 10% de Camerounais qui sont infectés et que finalement il n'y a que tel nombre de décès, ça signifie que cette maladie ne mérite vraiment pas qu'on fasse si attention que ça à elle. » Et il y a plein d'interprétations de ces enquêtes et qui vont créer, donc qui vont exiger, n'est-ce pas, une communication, une information, une éducation, une communication pour le changement de comportement qui soit bien différent, puisque beaucoup de gens, certains ont commencé à utiliser ça en disant « oui, finalement, nous avons les moyens, n'est-ce pas, de nous protéger ». Donc, pour conclure, pour que ces enquêtes à l'avenir, puisque la maladie semble s'installer pour qu'elle soit utile, il est vraiment urgent que les méthodes soient standardisées pour ces enquêtes de séroprévalence. Si on veut intégrer ça comme un élément de sérosurveillance, à partir du moment où nous admettons que la notification des cas dans les contextes africains reste important. Donc, pour que ces études informent véritablement les décisions de santé publique, il faut résoudre le problème de la justification de l'enquête, l'analyse rapide des résultats pour pouvoir informer dans le cadre d'une panique ou d'une épidémie qui déclenche beaucoup d'émotions
les décisions de santé publique. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je suis disposé à répondre aux éventuelles questions. Si mon exposé n'était pas suffisamment clair, je vous remercie. Merci beaucoup, Prof, pour cet éclairage et pour cette perspective. Effectivement, nous avons pas mal de questions. Nous avons malheureusement très peu de temps. Il nous restait 10 minutes sur le temps qui était proposé. On vous a suggéré qu'on puisse en rajouter 10 parce que le nombre de questions est relativement important, en espérant que la majeure partie d'entre vous pourront continuer. Donc, je vais commencer par vous, justement, professeur Ngolo. La question est posée de Meklis en disant que le R du Omicron étant élevé, au vu des études préliminaires qui semblent montrer une faible virulence, est-ce l'immunité collective serait une bonne nouvelle et une alternative à la vaccination? Alors, la réponse va être on ne sait pas parce que nous venons d'apprendre que l'immunité dure le temps qu'elle dure. Et si l'immunité dure le temps qu'elle dure, il devient difficile d'avoir des recommandations qui soient solides parce que l'immunité collective, l'hypothèse que nous avons du passé, c'était que lorsque l'immunité dure suffisamment longtemps, on voit s'éteindre, n'est-ce pas, l'épidémie. Nous avons des exemples aujourd'hui de l'Angleterre qui pensaient l'avoir atteint. Merci beaucoup, professeur. Voilà. Merci. Donc, il y a d'autres questions. Je commencerai par question posée à Céline. La première question est de savoir si, à part le contrôle interne incorporé dans les cassettes du test COVID-19, est-ce qu'il y a d'autres réactifs de contrôle pour contrôler le test lui-même et le nouveau lot de test? Et l'autre question de Jean-Paul, c'est quel est ton point de vue de personnes qui disent que l'Afrique était épargnée parce que ces pays connaissaient des épidémies respiratoires similaires, avec une référence, je suppose, à la cross-réaction. Merci, Yap. Oui, pour répondre à la première question, effectivement, il existe des kits de contrôle de qualité de sérum positifs, négatifs, vendus par des laboratoires extérieurs, et puis des laboratoires externes. Et puis, il y a également les contrôles vendus par les fabricants des équipements pour faire les ELISA ou pour faire les ECLIA, etc. Donc oui, effectivement, il y a des contrôles hors contrôle interne, par exemple. J'imagine que là, la question concerne les tests rapides. Donc oui, c'est possible. Concernant la deuxième question, effectivement, c'est une hypothèse. Il y en a plusieurs autres, mais une des hypothèses, c'est qu'effectivement, des populations qui pourraient avoir finalement une prédisposition, enfin avoir effectivement déjà une circulation d'anticorps anti-coronavirus autres, endémiques humains autres, dans certains contextes, effectivement, auraient pu les protéger contre des formes graves de coronavirus. On a vu dans certaines études, effectivement, des personnes infectées par le coronavirus, enfin le SARS-CoV-2, avaient des taux d'anticorps contre les autres coronavirus augmentés. Donc, cette réaction croisée, elle est confirmée, elle est avérée, et effectivement, c'est une hypothèse parmi d'autres qui pourrait expliquer, ou en tout cas participer au fait que l'Afrique a eu peu de cas sévères. Merci, Céline. Pour Étienne, question de Florent. Le camp de Ré semble moins touché que les autres lieux étudiés, alors que la promiscuité y est probablement plus importante. Est-ce que tu as des hypothèses pour expliquer cela? C'est la première chose. Je continue avec une autre question de Brecht qui demande: vous pensez que la différence en séroprévalence par âge est le résultat d'une réelle différence en taux d'attaque par âge ou potentiellement de la sensibilité du test ou une grosse réactivité avec d'autres IG chez les personnes les plus âgées?
Étienne, on ne t'entend pas. Ah oui, pardon. Je devrais être habitué. Mais... donc, ouais, pour répondre à la question de Florent Useni, c'est que il y a plusieurs hypothèses, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, au début de l'épidémie, on est particulièrement inquiet des sites comme les bidonvilles ou les camps de réfugiés ou de déplacés, justement à cause de la promiscuité. C'est une très bonne hypothèse. Et il y avait cette approche qui était le bouclier, le shielding de ces populations-là, qui a été fortement débattue. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on dirait que, effectivement, la protection qui a été faite ou le strict contrôle des entrées et des sorties dans ce camp avec un dépistage systématique des personnes a pu conduire à cette plus faible séroprévalence d'AGALE qu'on a observé par exemple à Nairobi, qui au même moment montrait plutôt de 30%. Cependant, ça a une limite, c'est que cette enquête a été faite avant la vague Delta et avant une autre vague, en fait, même pas la vague Delta. Au moment où on a fait l'enquête, il y avait une vague qui commençait, et je pense que si on faisait cette enquête maintenant, les résultats seraient tout autres. Donc, probablement que le fait que le camp de Dagale soit très isolé et qu'il n'y ait pas des difficultés d'entrer et sortir a contribué au fait qu'il n'y a pas eu une grande expansion de la maladie là-bas. Mais néanmoins, il y a aussi peut-être d'autres facteurs, le fait aussi que c'est une grande promiscuité, mais c'est quand même un milieu plus ou moins ouvert. Les gens sont souvent, surtout dehors, donc ça a pu contribuer. Et pour répondre à la deuxième question, sur l'âge. Alors sur l'âge, il y a plusieurs hypothèses. C'est vrai que ça peut être, Céline montre aussi la sensibilité des tests augmente avec l'âge. Enfin, ou plutôt la réaction immunitaire augmente avec l'âge, donc peut-être. Moi, ce que je veux souligner ici, c'est que dans des enquêtes qu'on a fait en Europe, on voit l'inverse. On voit que les personnes de plus de 50 ans, plus de 60 ans sont significativement moins, avec des séroprévalences moindres que les autres groupes d'âge. Et que là, c'est pas du tout ce qu'on a observé. Et pour répondre d'ailleurs, j'avais vu que Pierre Mandira posait une question sur qu'est-ce qui peut expliquer cette plus haute, alors comme je dis, c'est pas clair. C'est au moins en Omdurman, au Soudan, on sait que en fait les personnes les plus âgées ont une activité sociale très importante, beaucoup de contacts, et que ça peut en partie participer à cette plus haute séroprévalence chez ce groupe d'âge. Quand dans d'autres pays, dans des pays industrialisés, ils vont être plus isolés, en fait, tout simplement. Merci Étienne. Effectivement, à part Pierre, je crois qu'il y a Isabelle qui avait une question dans le même sens, avec une remarque où on souhaitera avoir ton retour, hein, justement toujours, et en disant que tu as dit que rien n'indique que le continent africain ait été plus épargné que d'autres, avec les résultats qui ont été présentés, mais la question, ce n'est pas le nombre de cas, mais le nombre de cas sévères, la sévérité de la maladie, et sur ce point, il semble quand même qu'il y ait moins de cas sévères, et même ajusté à l'âge en Europe ou sur le continent américain. Est-ce que tu as un retour sur ce commentaire? Oui, c'est une question essentielle. C'est difficile de dire ça. En tous les cas, tout ce qu'on montre, c'est qu'il n'a pas été moins épargné. Il faut vraiment se rendre compte que l'âge joue un facteur vraiment majeur dans la sévérité du Covid et que vraiment la pyramide des âges est complètement différente dans les pays qu'on a fait par rapport à des pays industrialisés. Et ça peut changer le nombre de cas sévères par un facteur 10. Donc quelque part, c'est pas si étonnant que ça qu'on n'ait pas, avec la même maladie, les mêmes caractéristiques, une population complètement différente en termes d'âge, c'est pas si étonnant que ça qu'on ait vu moins de cas sévères. Est-ce que les populations une personne au même âge a eu moins de cas sévères? Ça, moi, vraiment, en tout cas, l'enquête ne permet pas d'y répondre. On a essayé, mais on n'est pas arrivé. Ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même une hausse de la mortalité. Après, une hausse de la mortalité qui non plus ne va pas être apparente comme si on avait une grosse épidémie de choléra, par exemple, dans une ville, où on va voir très rapidement beaucoup de morts. Là, ça va être plus discret parce que c'est sur une partie de la population qui est finalement un peu nombreuse, qui est les personnes âgées. Merci Étienne. Donc, il y a deux questions pour Antoine. La première, c'est vous êtes en charge de la surveillance de la maladie COVID-19
en RDC. On voit les grandes différences importantes entre les résultats de séroprévalence et le nombre de cas déclarés. Alors, la question est de savoir quelles sont, sur la base de ces résultats, les orientations que vous pouvez donner aux services de surveillance pour améliorer la notification et le suivi des contacts. Ça, c'est la première question. Et la deuxième, un peu plus large, est-ce qu'il y a des pays africains qui ont déjà atteint au moins 80% de portage d'anticorps? Merci, professeur Yap. C'est une question assez intéressante. Pour la première, déjà, il faut dire que pour un pays comme la RDC, qui a connu 13 épidémies d'Ebola, l'idée première était de faire bénéficier de la riposte contre Covid ces acquis de toutes ces épidémies Ebola. Très vite, on a remarqué que cela n'était pas possible parce que c'est deux pathologies avec une dynamique très, très différente. Et les équipes de riposte étaient très vite dépassées. Alors, nous pensons que vu les vrais chiffres, donc les chiffres assez approximatifs de la prévalence des SARS-CoV-2 à Kinshasa, il est très important de pouvoir intégrer une nouvelle façon de faire la surveillance. Par exemple, c'est améliorer d'abord la capacité de diagnostic, parce qu'actuellement, il y a que quelques centres ou laboratoires qui sont à mesure de pouvoir analyser et donner des résultats des SARS-CoV-2. Donc, il faut diversifier, augmenter les nombres des laboratoires pouvant rendre des résultats, tester et rendre des résultats, d'une part. D'autre part, il faut, par exemple, aussi intégrer la surveillance digitalisée, parce que la surveillance à base communautaire, en utilisant des récos, a montré ses limites. Avec la surveillance digitalisée, comme tout le monde a son téléphone, c'est plus facile de pouvoir suivre des cas et ainsi d'arriver à améliorer la surveillance. Et surtout, de trouver l'implication de la communauté ou des communautés à l'action de la riposte. Si ces dernières sont impliquées dans la riposte, elles peuvent facilement collaborer et ainsi rendre les choses plus faciles. La deuxième question, c'est que c'est une question très, très importante parce que ici, nous avons fait des études de séroprévalence qui ne donnent pas directement le reflet de l'immunisation de la population. Parce que les anticorps que nous avons détectés, ou dans la plupart des pays qui sont détectés, c'est par des tests des ELISA ou des tests rapides. Donc, ce sont des anticorps de liaison qu'on appelle les binding antibodies, qui ne sont pas nécessairement des anticorps neutralisants. Donc, nous avons une image de la diffusion de la maladie. Cependant, nous n'avons pas une vraie image de l'immunisation de la population. Alors, très rapidement, quelques études que nous avons menées qui ne sont pas encore publiées ont montré, par exemple, qu'en appliquant les critères de positivité que nous avons utilisés pour les Luminex, qui recherchent au même moment ou simultanément la positivité à 2 antigènes différents du SARS-CoV-2, sur 86 positifs, dans un échantillon que nous avions, 84 échantillons avaient présenté des anticorps neutralisants. Donc, si nous utilisons, par exemple, ces critères, nous l'appliquons, nous verrons que pour une population où la séroprévalence est à 50%, environ 40% des personnes peuvent être immunisées. Mais ça reste des hypothèses. Merci. Merci beaucoup, Antoine, pour cette réponse claire et cette précision. Pour Salah, qui est le commanditaire de certaines de ces enquêtes, 2 questions. Une de Jean-Paul, quels étaient les critères des interventions de MSF? Et la deuxième, c'est vu les besoins parfois d'intervenir sur plusieurs thématiques, la nutrition, le paludisme, ainsi que la limite des ressources, quels sont les critères de choix d'intervention pour répondre sur un projet de neuf dans un pays? Alors, bonjour. Merci. Par rapport aux critères des interventions
Médecins sans frontières, comme je l'ai dit au début, par rapport justement à cette volonté qu'on a exprimée de faire ces études pour nous orienter sur justement comment orienter nos interventions. Sinon, si la personne qui avait posé la question fait allusion aux différentes interventions qui ont été menées, je pense que là, je pourrais répondre justement par rapport à comment on a pu répondre dans un contexte donné par rapport à la situation. Notamment, c'est d'abord la capacité des États, des ministères de la Santé à gérer le problème ou la capacité qui est dépassée et MSF pourrait appuyer l'État pour répondre aux besoins existants. Donc, nos interventions dans la plupart des pays ont consisté beaucoup plus sur le volet préventif, mais aussi le volet curatif. Et il faut quand même souligner que le volet préventif, c'est aussi un volet très important, notamment toutes ces mesures de prévention qui sont mises en place à travers la sensibilisation, qu'il faut continuer, en tout cas, quelle qu'en soit l'évolution de la maladie. Aujourd'hui, voilà, avec toutes les mutations qu'on voit, je pense qu'il faut qu'on soit beaucoup plus axé sur ce volet préventif qui permettrait éventuellement de pouvoir mieux sécuriser les personnes. Donc, les critères d'intervention, maintenant, si on part sur les résultats, justement, de ces études ou de cette enquête, on pourra dire que aujourd'hui, il faut beaucoup plus donner la priorité en fonction des tendances qu'on a vues sur des personnes qui sont plus à risque, où on doit être beaucoup plus attentionné, mais aussi avec l'évolution de la maladie, il faut se dire qu'aujourd'hui, il faut plus regarder le système de décentralisation de soins par rapport à cette maladie. Donc, que ce soit pour la prise en charge, mais aussi pour la prévention au niveau des centres de santé en périphérie, parce que ça va prendre du temps. Donc, il faut adapter la stratégie opérationnelle justement par rapport à l'évolution de la maladie. Donc, je me permets de m'arrêter là par rapport justement à la stratégie parce que je n'ai pas bien cerné le contour de cette question, mais je ne sais pas si celui qui a posé ces questions, il est satisfait de la réponse qui a été apportée. Merci beaucoup, Salah. Je prends une dernière question pour le professeur Ongolo, avant que nous puissions arrêter avec mes remarques. C'est Isabelle qui remercie le professeur Ongolo pour la présentation très claire. Elle pose une question relativement intéressante. Pensez-vous que dans des régions où la séroprévalence est élevée, on pourrait envisager une vaccination avec une seule dose de vaccin plutôt que deux, ceci afin d'alléger la logistique vaccinale? Merci pour la question. Nous avons un souci, il porte sur le type de test qui a été fait. Quelqu'un vient de le rappeler, on ne peut pas sur la base de la séroprévalence avec ces tests sous-estimer le niveau de protection des populations. Le but de la vaccination, c'est de procurer une immunisation. Et les anticorps que nous avons là ne nous disent rien sur la protection, n'est-ce pas? Il est très difficile de rentrer dans des modèles et d'imaginer. La question simple aurait été, si on rentre dans celui-là, c'est de dire, est-ce qu'on doit tester les gens avant de les vacciner? C'est une question qui a été posée et la décision de santé publique a été de dire, non, ce n'est pas la peine de tester les gens avant de les vacciner pour savoir s'ils ont déjà été malades ou pas. Et comme nous sommes en train d'apprendre, il n'y a pas
de réponse formelle. Il n'y a pas d'argument pour justifier que parce que la séroprévalence est faible, est élevée dans une région, qu'on vaccine les gens avec une seule dose. Si on veut vacciner les gens avec une seule dose, on utilise des vaccins qui ont une seule dose, par exemple. Mais c'est une question qui mérite d'être creusée, peut-être avec des études, avec un design différent par rapport au niveau de protection de l'immunité. Si on avait des tests qui donnaient une information sur le niveau de protection, peut-être on peut commencer à envisager, n'est-ce pas, cette hypothèse-là. Mais avec les réactions croisées avec les autres, et en sachant qu'il y en a qui ont été vaccinés, qui sont malades, il y en a qui ont fait la maladie, l'ont refait, le raisonnement est un peu difficile. Je ne conseillerais pas ça parce que nous n'avons pas des données et qu'il n'y a pas de science solide derrière. Merci. Merci beaucoup, professeur Ongolo. Il est 13h10 à Yaoundé. Donc, on a eu pas mal de réponses à nos questions, pas mal de questions qui restent en suspens. L'histoire continue. Il y aura certainement de nouvelles vagues, de nouveaux variants. Il y a le Omicron qui semble être plus transmissible. Il sera intéressant, effectivement, de faire d'autres enquêtes pour voir comment il s'est propagé dans les différents pays. Il y a également la surveillance génomique qui permettra de traquer ces nouveaux variants et voir quel est l'impact du continent africain par rapport aux autres continents. Et bien sûr, en parlant de continent africain, il y a cette Coupe d'Afrique des Nations qui sera une opportunité aussi, entre guillemets, un challenge en termes de possibilités de brassage et de mixage de variants et de virus qui sera opportun de pouvoir ajouter à la surveillance génomique les enquêtes de séroprévalence qui pourraient venir après pour voir comment est-ce que les populations se sont comportées pendant cet événement. Donc, je remercie tout le monde pour la participation, les panélistes, les traducteurs et surtout Céline, qui, c'est la deuxième Céline, surtout, qui nous a aidé à organiser ce webinaire en vous invitant au prochain dont vous recevrez l'information dans vos boîtes mail. Bonne journée à tout le monde et bon appétit. Keep safe. Bye bye. Bye bye. Merci. Wow. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.